bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver une nouvelle fois pour ce parcours sur les nouvelles pratiques philosophiques. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Pauline Grelier, qui est professeure de français, langue étrangère et animatrice d'enquête philosophique interculturelle pour Perspicom, donc Perspicosme, pardon, que vous avez créé. Hein. C'est le site sur lequel, en fait, vous rassemblez tous vos parcours et tous les contenus, en tout cas, que vous diffusez sur les animations que vous proposez. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc, Pauline, je vous laisse prendre la parole. Et en même temps, voilà, donc si vous avez des questions pendant la séance, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser dans le chat. On les relaiera avec Frédéric. Et Pauline, voilà, vous n'hésitez pas à nous dire si vous voulez avoir les questions des participants, on vous les relaiera sans problème. Voilà, on pourra ouvrir les micros aussi si besoin. Voilà, écoutez, Pauline, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Avant de commencer, peut-être j'aimerais faire un petit sondage parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont enseignants dans le secondaire. Et j'aimerais savoir si vous avez aussi la pratique des ateliers philo pour voir où on en est, parce que je ne vous vois pas, je ne vous connais pas nécessairement. Alors, par exemple, la main levée, là, avec le bouton de main levée, est-ce que vous pourriez me dire ceux qui ont l'habitude de faire des pratiques philosophiques ou réflexives dans leur classe? On en est à 6. Alors là, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. 6, 7, 8. 7, Alban, Elodie, Audrey-Louise, Yonne, Josine, Valérie. 10. Bon, d'accord. Véronique, Laurence, Marie-Chanel. Disons qu'on a un bon tiers pour l'instant qui apparemment pratique déjà les ateliers philo et en anime de manière régulière. Parfait. Donc, maintenant que je sais ça, peut-être qu'il y a aussi des professeurs de langue qui ont été intrigués par le titre, que je voulais un peu musical, et vous verrez pourquoi si j'arrive à la fin. À la fin, vous trouverez la clé de mon analogie avec la musique. Et peut-être des enseignants d'histoire aussi, peut-être, qui pourront être intéressés par certains aspects de ce que je fais, parce que j'engage beaucoup d'épistémologie. Et donc, ça intéresse aussi toutes les disciplines, y compris l'histoire. Enfin bon, donc mes objectifs sont très simples, je veux vous être utile et je ne détiens pas la vérité. Donc j'aimerais que vous puissiez prendre des notes concernant ce que je dis, vous poser la question sur si c'est pertinent pour vous dans vos disciplines, si vous ferez le lien avec vos pratiques, comment est-ce que vous pourriez le mettre en place, comment l'intégrer. Puis ensuite, j'aimerais bien ça qu'on discute ensemble pour voir ensemble les pistes d'exploitation. Ça serait cool, ça. Comme je ne vous vois pas, j'ai l'habitude de faire des choses plutôt conversationnelles avec les gens. Donc là, c'est pour moi une première que je ne vois pas mes interlocuteurs, c'est assez étrange. Mais je compte sur vous pour être quand même actif, parce que j'aime pas trop les choses ex-cathédra. Hein, alors, on a des professeurs d'allemand. Ok, parfait. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande juste si cette formation s'adresse aussi aux enseignants de primaire. Ah oui? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, donc mes objectifs, c'est d'abord de vous faire comprendre comment on peut s'appuyer sur les langues pour faire passer l'atelier à une vitesse supérieure en ralentissant le rythme l'atelier de philo, hein, je parle, ou les ateliers de réflexion commune, collective, à une vitesse supérieure en ralentissant le rythme et donc en s'attardant sur l'outil de la pensée qui sont les mots et leur signification, étant donné que chaque mot et chaque langue a des charges de représentation particulières. Et chaque langue est porteur d'une culture qui l'a produite et en même temps, et corollairement, elle fait advenir, perpétuer et modifier cette culture. On continue. Et que la langue, ce n'est pas seulement des mots, mais tout un système cognitif de représentation. Alors souvent, c'est présenté comme anecdotique, puis ça crée des quiproquos, etc. Mais en fait, c'est fondamental. Et puis, si on ne connaît pas ces causes premières qui nous font voir le monde différemment, et on risque de rester toujours dans un écart conflictuel, et on risque de jamais se comprendre. Donc ça, c'est mon premier objectif, s'appuyer sur les langues pour aller questionner le monde d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude, changer de biais. Mon deuxième objectif, c'est de façonner l'aptitude à la communication interculturelle. Alors, on parle souvent de communication interculturelle comme une compétence, comme un skill, mais je trouve que c'est difficilement évaluable parce qu'on a peu de critères pour le faire. Donc, je parlerai plus d'une aptitude à l'ouverture, une disponibilité, en fait, à remettre en question des choses qui nous paraissent
fondamentale. Que pour aborder la pratique des langues, pour apprendre une nouvelle langue, ça fait partie du travail, de l'effort après à se dire des choses qui nous paraissent évidentes pour accueillir une autre disposition d'esprit. Quelque chose qui m'a toujours, enfin depuis mes études, qui a toujours alimenté ma recherche. J'ai d'ailleurs fait des thèses de mémoire là-dessus, sur la laïcité comparée, donc des différentes manières de vivre ensemble. On connaît bien la laïcité française, mais il y a plein d'autres modalités de laïcité. Enfin, bref, donc comment développer cette aptitude à la communication humaine. Et je ferai ça en parcourant diverses études de cas de ma propre expérience et donc à travers les méthodes que j'ai développées qui sont à la fois holistiques, donc qui font parler le corps à travers la spontanéité. Et à partir de ce matériel, on agit avec la méthode interprétative et on peut traverser plusieurs disciplines avec ces méthodes-là. Et donc, j'arriverai à vous expliquer tout ça, j'espère, à travers différents points de mes pratiques. Donc, j'aime pas trop parler de mon parcours universitaire et professionnel. Je suis pas trop habituée à ça. Ça fait un peu déballage de foi, j'aime pas trop ça. Mais enfin, je crois que c'est important quand même de le faire parfois pour légitimer ce que je raconte. Donc, c'est ça. Je compte sur vous pour réagir en tous les cas. Alors, je vais partager mon écran. Parfait. Fait que voilà, oui, c'est très musical. Bon, vous allez voir où je veux en venir si vous restez jusqu'à la fin. C'est parti. Donc, quel est l'enjeu? Je vais vous parler déjà peut-être de petits mots sur l'organisme que j'ai créé, Perspicosme. Donc, c'est comme l'univers des idées Perspicosme, et ça consiste en deux types d'activités d'ateliers, les philonautes, qui sont des activités des ateliers de philosophie pratique, et les perséides, qui sont des ateliers pratiques pour mettre en création les thématiques dont on parle dans les ateliers des philonautes. Donc, je vous explique comment ce projet a évolué pour que vous compreniez d'où je suis partie, puis comment est-ce que j'y suis arrivée au point où j'en suis. Donc, mon intention initiale, c'était juste de réunir mes étudiants internationaux de langue que je suivais individuellement et qui racontaient individuellement des choses super intéressantes, mais je me suis dit que je ne peux pas les garder pour moi, je dois en faire profiter tout le monde. Et donc, je voulais qu'on puisse partager sur des thématiques semblables qui nous concernent tous, mais sur lesquelles on a des vues totalement divergentes en raison de nos cultures ou de notre background culturel particulier. Et puis, je voulais aussi qu'on fasse des projets en français et pas sur le français. C'est-à-dire que je voulais que le français soit le lien nécessaire pour bâtir un projet collectif autre, que le français ne soit pas là à la fin, mais le moyen pour faire quelque chose de tout de suite utile et qui fait sens dès maintenant et pas dans un futur hypothétique. Et je comptais là-dessus aussi pour que leur pratique orale fasse step up, qu'ils puissent associer les mots, les expressions dans un contexte qui est sensible et donc qui leur sera beaucoup plus profitable puisqu'on sait que l'association cérébrale est plus efficace quand le mot ou l'expression est associé à quelque chose qui touche directement la personne, une expérience sensible. Et je voulais qu'ils comprennent la nécessité de penser en français quand on parle en français. Parce que d'abord, sinon, il y a une perte de temps due à l'effort de traduction. Puis, il y a un décalage entre ce que la personne veut dire et ce que le mot exprime en lui-même. Et donc, ce décalage entre ce que la personne voudrait dire dans sa langue natale et le mot français qu'elle utilise générerait de l'incompréhension, un blocage ou bien de l'insécurité. Et je voulais donc que l'espace créé puisse leur permettre de développer l'empathie cognitive, donc la capacité de se mettre à la place de l'autre dans sa manière de raisonner et de suivre son cheminement intellectuel et de comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense. Mais en fait, très vite, en bâtissant ce projet, je me suis dit, si je proposais des ateliers philo joints à ces activités projets, parce que je voyais le potentiel quand ils discutaient autour du projet, en fait, ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur tous les points, et puis il y a des choses qui ressemblaient fort dans leur argumentation pour dire, moi, je préférerais faire ça plutôt que ça. Mais dans leur argumentation, ça ressemblait fort aux ateliers de philo que je connaissais par ailleurs. Et donc, c'est devenu une plateforme, Perspicosme, dédiée spécifiquement à exercer l'aptitude de communication interculturelle. Et je l'ai élargie à plus de monde que seulement mes étudiants interculturels, puisqu'en fait, ça concerne tout le monde et que cette problématique de se comprendre fondamentalement avec l'empathie cognitive qui est nécessaire, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'on est amené forcément à un moment de sa vie, si ce n'est pas toute sa vie, à être
dans le mélange, dans la mixité, au niveau des équipes, etc. Puis, on est obligé de se comprendre profondément pour ça. Et pas seulement en superficie, sinon on va retomber sur les mêmes problématiques quelques minutes plus tard. Enfin, donc, quand ils ont commencé les ateliers, j'ai compris que ces ateliers philo étaient beaucoup plus profonds, en fait. Les enjeux qu'ils développaient n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qu'on pouvait rencontrer en classe homogène, mettons. Donc, dans un contexte culturel plus homogène. En fait, ils ne s'attardaient pas du tout sur les mêmes choses. Les mots qu'ils utilisaient n'avaient pas le même poids en fonction des langues. Et j'ai trouvé que c'était justement là, entre les langues, qu'il y avait du jeu, un écart, parfois. Et comme il y avait du jeu, il y avait un enjeu. On ne pouvait pas mettre le signe égal entre un mot et sa traduction, puisque ce n'était jamais exactement la même chose, et que chaque mot portait son bagage linguistique, culturel, son bagage de sonorité, son bagage de référence, et qu'en fait, on ne parlait pas exactement de la même chose quand on ne faisait que de la traduction. Donc, je me suis rappelée de mes lectures des études, de mes expériences par ailleurs, et j'ai donc bâti des outils pour me concentrer sur l'empathie cognitive et percer l'environnement épistémologique de l'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir à comprendre comment l'autre pense ce qu'il pense? Et j'ai fait ça à travers le prisme de la langue. On peut le faire avec d'autres prismes, mais bon, c'était mon prisme de la langue. Et donc, je m'intéressais plus à comment construire une communication humaine, en fait, authentique, plus qu'une communication interculturelle, parce qu'un individu n'est jamais réduit à sa culture. On est tous avec plusieurs backgrounds culturels, en fait. Donc, pour commencer, j'aimerais vous demander si vous connaissez ce film-là qui s'appelle Premier Contact et qui me sert de déclencheur avec vous, parce que c'est un film de science-fiction. Est-ce que quelqu'un le connaît? À lever de main? Oui, oui, oui. Ouais, c'est un film de science-fiction. Et c'est particulièrement pertinent parce qu'il y a un lien avec le langage qui est fait dès le départ. Alors, je vais vous raconter pour ceux qui ne connaissent pas sans vous spoiler trop. Une nuit, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, bien sûr. C'est assez typique. Le début est assez banal. Mais ils arrivent dans des capsules verticales, comme celle que vous voyez là, à plusieurs points du globe. Et donc, on est face à l'inconnu. Et donc, face à l'inconnu, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il présuppose que la chose inconnue nous veut du mal, en général. Et donc, il y a une position de repli. Sauf que là, cette présence étrangère oblige les humains à se mettre en contact entre nations pour entrer en communication ou pour combattre la menace présupposée. Alors, en fait, dans ces groupes-là, il y a des heptapodes, donc des individus, des créatures à 7 pieds. Et ces heptapodes, comme ils sont perçus comme un danger potentiel, eh bien, ils renforcent la diversité des points de vue dans le film entre les nations. Il y en a qui veulent le combattre, il y en a d'autres qui veulent essayer de rentrer en communication avec pour comprendre qu'est-ce qu'il nous veut. Et donc, le film reprend la problématique de la babélisation. On n'arrive pas à se comprendre, à se mettre d'accord face à une potentialité de menace. Alors, un autre élément linguistique, c'est que ces heptapodes, ils ne communiquent pas avec un langage articulé, mais avec un langage circulaire, avec de l'encre. Avec leurs pieds, ils font comme un cercle sur un écran. Et on ne connaît absolument rien de ce langage, évidemment. C'est tout l'enjeu de le décrypter tout au long du film. Une autre chose aussi, c'est que leur temporalité à ces individus, à ces créatures, dépasse nos cadres d'entendement, puisqu'ils s'affranchissent du temps, en fait. Ils ne distinguent pas le passé, le présent et le futur, et perçoivent le déroulement des événements comme quelque chose de simultané. Donc, ça bouleverse nos catégories de perception du temps et donc nos catégories linguistiques pour l'exprimer. Alors, le film décrit, à travers les étapes, décrit un processus assez logique. D'abord, il y a un déploiement militaire, la panique, face à l'ordre qui ébranle nos certitudes, nos évidences, face à ça. Ensuite, il y a l'arrêt des communications entre les nations, donc le repli sur soi, ce que les anthropologues trouvent normal, enfin c'est un phénomène décrit comme normal. Puis on tente d'apprendre le langage de ces créatures, donc on tente de les comprendre. Puis ensuite, on utilise cette vision du futur que ces créatures ont pour en fait révéler l'énigme qu'ils viennent apporter. Donc on finit par l'accepter. Et donc ça pose la question
de savoir comment est-ce qu'on peut dépasser nos conditions finies de représentation. Et aussi, comment l'apprentissage d'une nouvelle langue en général, ici il s'agit de la langue des heptapodes, mais on peut l'élargir à n'importe quelle langue, y compris les langues humaines. Donc comment l'apprentissage d'une nouvelle langue peut bouleverser nos propres catégories cognitives, nos propres schémas de pensée, au point de transformer notre conception du monde et même au point de transformer notre manière d'interroger le monde. Est-ce que je vous suis ou est-ce que je vous ai perdu? C'est bon? Donc, sans spoiler la fin, en fait, la situation invite la linguiste qui est en charge de traduire leur langage, elle invite cette linguiste à penser contre elle-même, exactement ce qu'on fait en atelier de philosophie, c'est-à-dire se rendre étrangère à sa pensée initiale pour pouvoir accueillir l'étrangeté de l'étranger qui est là, la créature. Comme un anthropologue fait, en se départissant de son outillage conceptuel habituel, pour pouvoir décrypter vraiment une culture nouvelle qu'il ne comprend pas. Et non, ça ne consiste pas à croire comprendre l'autre à travers ses propres catégories de pensée. Ce que majoritairement les gens font. On croit comprendre l'autre à travers nos schémas de pensée, alors qu'il faudrait d'abord enlever ces schémas de pensée pour vraiment le comprendre authentiquement à partir de ses catégories à lui. Donc, c'est une approche épistémologique qui est proposée là dans ce film. Et c'est aussi celle que j'adopte, moi, dans ma démarche. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on sait ce qu'on sait? D'où est-ce que ça vient? À partir d'où est-ce qu'on raisonne? Et quelle est la cause? En fait, les présupposés inconscients qu'on utilise pour raisonner. Et comment ce qu'on sait peut se dérober sous nos pieds, parfois, quand on est confronté à quelque chose qui les remet en question fondamentalement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. D'ailleurs, je crois que quand j'étais en Cagne, enfin en études préparatoires, j'avais fait de la philosophie des sciences et ça, je trouvais que ça réenchantait les maths de comprendre qu'en fait, il y avait plusieurs paradigmes de pensée, que les maths qu'on apprend à l'école sont seulement une voie parmi beaucoup d'autres. Et je me suis dit, on devrait le partager aux scolaires, ça. Alors oui, bon, il faut quelques repères aussi pour pas pas qu'ils soient totalement perdus, mais pour des enfants comme moi, et je crois qu'ils sont totalement capables, ça serait bien qu'ils au moins aient conscience qu'on peut avoir une autre manière d'envisager totalement tout un pan des sciences également, seulement si on part d'un présupposé initial totalement différent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est nécessaire de remettre en question son regard sur le monde, quoi, parfois, et donc de mettre à jour nos présupposés inconscients. Et pour faire ça, le plus facile, c'est d'être en contact avec ce qui est autre, différent de soi-même. Donc, pour moi, avec mon prisme-là, c'est à travers les langues. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que jusque-là, vous auriez des questions, par exemple? Ou bien tout est clair? Maud, peut-être? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez, bonjour, Anne-Françoise, est-ce que vous avez un exemple justement de bouleversement d'une catégorie cognitive? Parce que le truc un peu classique, c'est on dit oui, les Esquimaux ont plein de mots pour dire le blanc de la neige, ou c'est à ça que je pense en fait, et perçoivent les choses différemment. Mais... Oui, ça c'est un exemple assez typique qu'on répète souvent. Mais je vais y venir aux exemples. Et comment est-ce que je fais pour les faire émerger, en fait, des participants eux-mêmes? Je n'ai même pas besoin de support à la limite, ni d'apport personnel. C'est eux qui vont fournir la matière première pour raisonner. D'accord. Donc, je continue. Donc, le terreau initial qui m'a poussé à cette idée, à faire Perspicosme, c'est que d'abord, je voyais comme quelque chose qui me dérangeait dans les ateliers philosophie classique, à savoir que c'était toujours comme l'éternel retour du même, comme dirait Nietzsche. Et donc, les mêmes sujets, les mêmes angles d'approche, les mêmes biais, les mêmes poncifs, en fait, qui ne sapaient pas nécessairement les fondements qui étaient occidentalocentrés. C'est-à-dire la distinction sujet-objet, le passé-futur, le passé, présent, futur, enfin, la distinction des temps sur une ligne, le moi et l'autre. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit universellement partagé, ces dualismes-là, ou ces concepts-là. Peut-être que
il y aurait des cultures qui ne seraient pas d'accord du tout avec ces distinctions et ces découpages du réel. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour oser remettre en question ces choses-là, ces évidences qui parcourent notre quotidien. Alors, je me suis demandé à quel point est-ce qu'on pouvait les évincer et jusqu'à quel point on pouvait remonter à cette cause première. Mais je me suis dit, ben, c'est vrai qu'au point où ça en est, là, les ateliers, la difficulté, c'est d'avoir des contradictions, de trouver un point d'accroche sur lequel on pourrait accrocher le fil problématisant au dialogue. Et donc, on a toujours des consensus mous, enfin, ça avance pas, on a l'impression de patauger dans la boue. Et donc, d'un autre côté, avec mon expérience de travail avec les langues, je voyais que les étudiants alimentaient tout le temps, ils n'étaient jamais à sec, en quelque sorte, ils avaient toujours de la matière pour alimenter le dialogue à travers des choix de sujets et des angles d'attaque toujours différents qui les menaient en fait, naturellement à la contradiction entre eux. Donc, en fait, moi, au départ, quand je me suis lancée dans les ateliers philo, c'était avec les Francas d'Île-de-France. Et c'était en 2014 à peu près, donc on avait peu de matériel encore, beaucoup de choses à construire, hein, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, j'avais comme une formation de philosophie et de sciences politiques. Et donc, j'avais tendance à penser avec les auteurs et non avant les auteurs. Ce qu'il ne faut pas faire en philo, évidemment, de pratique. Et donc, j'ai appris à faire l'inverse, à penser avant les auteurs et à faire réfléchir sans évoquer les auteurs en avance. Mais ça m'a pris un certain temps à réaliser ça. Et donc, mon approche première a laissé beaucoup de participants indifférents. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'elle entre en résonance pour certains et que pour d'autres, je sois face à un mutisme ou un manque d'intérêt? C'est qu'en fait, j'avais été biberonnée malgré moi par le monde académique à la philosophie occidentale, et elle était pertinente pour certains, mais seulement dans un cadre de pensée particulier. Pour d'autres qui avaient des cultures, enfin des bagages culturels différents, ça ne rentrait pas en résonance, et puis c'était question d'avenue, enfin ça faisait pas de sens, quoi, les questions que je posais. Donc, quand je suis devenue prof de langue, ce qui m'a animée, c'était moins de faire apprendre le français que d'apprendre la démarche de rentrer dans un univers différent et d'accepter ça. Moi, c'est ce qui m'avait manqué personnellement quand j'étais étudiante. Personne ne m'avait dit, puis moi, je n'avais pas eu la présence d'esprit de le savoir, mais je n'avais pas pris conscience de ça, que c'est précisément les langues qui sont la porte d'entrée vers un autre monde de représentation. Puis si on ne nous le dit pas, je crois que bon, seulement certains le sauront, mais je veux dire, ça m'avait beaucoup manqué à l'école pour avoir le goût des langues. Je n'étais pas un as en langue à l'époque, et je me suis rattrapée après. Mais c'est ça, ça donne de l'enjeu, ça donne du goût à ce qu'on fait aux disciplines. Donc, c'est ça que j'alimente en fait dans mes cours, plus que d'apprendre le français. C'est vraiment entrer dans un univers de pensée différent. Et face à ce constat, je me suis dit, bon, à quoi bon pratiquer une langue sans remettre son rapport au monde en question? Et puis d'un autre côté, à quoi bon philosopher si c'est pour rester dans les limites de son logos, c'est-à-dire dans les limites de la raison, en fait, occidentale, circonscrite et déterminée par la langue. Okay. Puis là, je me suis dit que ça rejoignait en fait la pensée de Barbara Cassin, que j'avais lue dans les études de sciences, comment c'était, l'école des hautes pratiques des hautes études, l'école pratique des hautes études, puisque là, j'avais eu la chance d'avoir un cours de Valentine Suberg. Si vous avez la chance de lire ça, c'était Valentine Suberg, c'était une spécialiste des droits de l'homme qui avait écrit un livre qui s'appelait, je crois, La dictature des droits de l'homme. Alors, elle montrait bien que ces droits de l'homme n'étaient pas nécessairement universels, ce qui peut nous paraître à nous occidentaux inconcevable. Hein. Mais donc, j'étais déjà accoutumée à cette pensée-là. Et voilà, en fait, beaucoup d'expériences m'ont fait remarquer que plus les gens étaient comme habitués à penser avec plusieurs catégories de pensée, plus ils étaient doués en philo. Ça paraît évident. Mais par exemple, une anecdote, quand j'enseignais à un moment à Paris, dans deux quartiers très différents, il y avait un quartier avec une école ZEP,
et un quartier UP du 5e. Eh bien, lesquels étaient beaucoup plus perspicaces, avec des réflexions plus profondes en philo. Je vous le donne en mille. C'était ceux qui avaient l'esprit plus créatif et la réflexion beaucoup moins superficielle, c'était les étudiants de ZEP, en fait. Donc, je me suis demandé comment procéder pour qu'on puisse développer l'empathie cognitive, saper certains fondamentaux, avoir le courage de faire ça, sans que ça génère un angoisse, mais au contraire, pour que ça génère comme un heureux vertige. Parce que moi, j'aime bien ça, quand on me sape certaines évidences. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, comment faire pour que ça ne génère pas d'angoisse, en particulier avec les enfants, qui ont besoin de repères, cependant, je suis d'accord. Eh bien, j'ai trouvé l'approche épistémologique, donc, je dois changer de page, voilà, qui consiste à donc, prendre en compte, prendre conscience et admettre ces postulats et ces présupposés fondamentaux, mais tout en faisant attention du fait que ce qui est évident pour certains ne l'est pas pour tous. Et donc, à travers la démarche interprétative, on peut voir qu'on a plusieurs imaginons que chaque couleur corresponde à une personne, culturellement différente, mettons. Elle vient avec ses présupposés implicites, ses catégories conceptuelles particulières. Et donc, la même situation, on peut arriver à des conclusions différentes en dépendant du contexte. C'est-à-dire que la langue, et grâce à la langue, on peut, comme c'est une trace de la culture, on peut savoir, on peut contextualiser plus facilement la situation. Et si on change de paramètres épistémologiques, pour chaque contexte expérience, alors on aboutit parfois à des conclusions différentes. Donc, ce que je recherche, c'est plus une sensibilité épistémologique, en réalité, qu'une vérité provisoire, comme on a l'habitude de la chercher en atelier philo. Est-ce que ça va? Fait que comment je fais pour faire émerger ces contradictions à partir des langues? Alors déjà, peut-être une question. Qui a des étudiants qui parlent d'autres langues que la langue d'enseignement hors de l'école? Qui a des étudiants qui sont habitués au multilinguisme, en fait? En fait, tout le monde pourrait lever la main parce qu'en général, on est dans un monde plurilingue. Et en général, même parfois souvent, on l'ignore en tant qu'enseignant. Et quand on se rend compte de la richesse, de la variété de nos étudiants concernant les langues, on tombe des nues parce qu'on n'en savait rien. Mais ce que Martine Abdella-Pressel dit souvent, c'est que le multilinguisme devrait être la norme, le plurilinguisme devrait être la norme. Et dans l'éducation multiculturelle, c'est ça que l'on devrait prôner, plutôt que l'inverse. Or, aujourd'hui, dans l'éducation, on prône plutôt l'homogénéité, ce qui n'est pas nécessairement le plus efficace. Enfin bon, pareil, Martine Abdella-Pressel, éducation interculturelle, si vous êtes intéressé à la question, je vous encourage à le lire. En fait, c'est comme la tarte à la crème du milieu de l'interculturalisme. Donc, ce que je voulais faire, c'est faire vivre ce qu'est une langue et son système de pensée par la pratique réflexive à partir des langues. Donc, considérer que le mot affecte l'objet. Et donc, l'objet n'est pas nécessairement vu, perçu, conçu de la même manière, puisque un mot n'est pas juste une étiquette qu'on colle sur l'objet ou sur la chose, mais la chose porte une réalité différente en fonction du mot qu'on lui attribue. Et inversement, je voulais réenchanter la pratique du philosophé en s'appuyant sur les langues. Et donc, tirer le potentiel qui est déjà là de la pluralité des étudiants pour y construire une réflexion collaborative. Alors, par exemple, pour répondre à ta question, Françoise, je crois, on peut faire émerger les différences linguistiques au niveau du groupe concernant l'étymologie dans un mot. Par exemple, on peut décortiquer les caractères japonais, voir que certains caractères japonais signifient quelque chose qui donne une valeur particulière au mot. En français aussi, on peut le faire.
Je vais voir des exemples plus concrets après. On peut s'attarder sur la taxinomie, c'est-à-dire la manière de classer les catégories des choses. On sait que par exemple dans certaines langues, souris et rat, ce n'est pas deux choses différentes, enfin, c'est le même mot pour le concept. Nous, on distingue souris et rat, ça paraît évident. C'est pas très important, souris et rat, mais il s'agit de la même chose pour l'amitié ou les copains, par exemple. En arabe, il y a plein de mots pour exprimer l'amitié, n'est-ce pas, Laïla? J'espère que tu es là, Laïla. Et c'est ça, en français, on n'a que amis. Et donc, cette différence de découpage du réel a un impact sur la manière dont on conçoit la chose. On peut aussi voir les différences de pratiques culturelles, de perception, par exemple la proxémie entre les personnes, la relation à l'argent qui est très différente en Amérique ou en Europe, la perception du temps. Par exemple, dans le vocabulaire, les Suédois conçoivent le temps comme une distance, beaucoup plus qu'en espagnol, qu'ils considèrent comme une quantité. Donc, comme quand on conçoit le temps comme une distance, on est beaucoup plus précis au niveau du temps. Quand on le conçoit comme une quantité, on est meilleur à deviner, enfin, on est moins précis en fait. En Thaïlande, par exemple, on ne divise pas le temps de la même manière en 24 heures, mais en 6 fois 4 heures. Puis ça a des impacts sur la manière dont on interagit interpersonnellement. C'est ça. Dans la langue maya, par exemple, il n'y a pas de avant ou après, on ne le distingue pas de la même manière. Dans la langue chinoise, il n'y a pas les temps, le système temporel comme on le connaît en français. Les relations familiales, par exemple, ne sont pas non plus décrites de la même manière, mais on verra des exemples plus concrets aussi ensuite. Le sourire, par exemple, n'a pas la même signification selon les cultures. Donc, c'est des exemples que je donne à l'appel. Puis, il peut y avoir des comportements linguistiques, langagiers différents aussi. Par exemple, le fait de donner quelque chose, est-ce qu'on doit ouvrir, attendre? Est-ce que la réaction est différente selon les cultures? Dans quelles circonstances on donne? Comment? En japonais, par exemple, il y a différents points de vue, différents mots selon celui qui donne, celui qui reçoit, si on est actif, passif dans l'acte de donner. Le fait de remercier aussi. Par exemple, en français, on dit merci quand on ne veut pas, merci. Et en anglais, si on dit merci, on va croire qu'on accepte. Donc, c'est des choses, des petites choses qui ont un impact ensuite sur la manière dont on raisonne. Bon, je ne vais pas dire tous les exemples, on pourra revenir dessus si on veut après. Il y a aussi des distinctions selon la hiérarchie des valeurs. Par exemple, en français, on aime prendre position, on a l'esprit contestataire. Et on a une idée de la liberté particulière. Non? Concernant l'anglais, par exemple, le mot liberty n'a pas le même sens que liberté en français. Puisque liberty, il est plus important de pouvoir juger ce qui est bon et ce qui est mauvais plutôt que d'agir à sa guise comme on le fait en France, enfin en français, et comme ce que l'on fait aussi avec le mot freedom. Donc, on peut supposer que la liberté, comme on la conçoit en français, comprendrait simultanément freedom et liberty. Donc, ces jeux de langue-là, je les ai développés dans un projet que j'avais appelé le chapitre, et qui sont disponibles sur le site. Donc, je vous y renvoie si vous voulez plus d'exemples plus concrets. Et comment je fais émerger ça, en fait? En utilisant les habiletés de pensée. Puisqu'on a l'habitude, depuis Michel Sasseville, ou bien en tous les cas Mathieu Lippmann, de toute façon, de faire appel aux habiletés de pensée. Eh bien, figurez-vous qu'avec les étudiants internationaux, j'avais déjà l'habitude de les utiliser, en fait, puisque c'est ce qu'on demande pour argumenter, c'est-à-dire pour pouvoir manipuler le langage de manière cohérente. Et donc, ça fait une pierre deux coups pour moi. Et puis, c'est aussi l'occasion de recourir aux habiletés de pensée parce qu'elles sont au service de la réflexion plus que de l'expression en elle-même. Par exemple, on n'est jamais rendu au bout d'une langue, on n'a jamais fini d'apprendre.
Et beaucoup de gens se disent non, c'est pas encore temps, j'attends un peu d'en savoir plus pour me jeter à l'eau. En fait, c'est jamais la bonne solution. Et donc, d'avoir les clés des habiletés de pensée leur permet en fait de définir un mot dans leur langue qu'ils n'arrivent pas à reproduire en français parce que peut-être le mot n'existe juste pas en français tel qu'ils voudraient l'exprimer. Donc, ils le définissent, ils l'exemplifient, ils donnent des analogies, des comparaisons, des symboles. Et donc, ils mobilisent leur bagage culturel linguistique pour expliquer ce qu'ils veulent exprimer avec leurs mots. Et donc, ça leur permet aussi d'avoir une expression plus fine et de s'approprier leur pensée dans la langue de l'autre. Ici, j'ai mis les différents impacts de la langue sur la cognition. La langue, c'est une partie de la cognition, c'est une partie de notre manière de raisonner. Et donc, ça a des impacts sur notre découpage du réel, sur la perception de la réalité. On parlait des couleurs de blanc avec les Esquimaux tout à l'heure. Mais c'est la même chose avec les perceptions de l'espace, du temps, des sons. Est-ce qu'on perçoit quelque chose comme un son comme perturbant ou nuisible ou pas? La syntaxe, ça a un impact aussi, et on reviendra sur les exemples précis. Est-ce que le sujet est actif ou passif, spontanément, quand on parle? Est-ce que le sujet est exprimé ou pas? Est-ce qu'il y a un système temporel aussi précis qu'en français ou pas? L'héritage culturel collectif, donc un mot a un panel de références. Il est lié à plein de choses qui sont inconscientes. Et quand on dit un mot, en fait, on mobilise toutes ces choses en même temps, donc on ne peut pas dire qu'il est neutre. Et c'est différent selon les langues. Donc, réseau de métaphores, de références, d'imaginaire collectif. Et donc, les actes de langage, les comportements que je présentais tout à l'heure. Ah, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que quand on est... je vais revenir à ma note concernant ce point. C'était intéressant. Quand on raisonne avec une langue différente, une langue étrangère qui n'est pas sa langue première, on est en général beaucoup plus rationnel, beaucoup moins sensible, quoi, beaucoup moins impacté par sa sensibilité. Il y a des études qui ont été réalisées dans ce sens. Par exemple, l'expérience du train, l'expérience de pensée du train, qui doit, par exemple, soit continuer sa route et tuer une personne, ou bien on décide de faire dévier sa trajectoire et donc il va tuer, je ne sais plus, c'était 5 personnes ou une personne. Vous connaissez l'expérience du train? Une expérience de pensée assez classique. Eh bien, face à cette expérience de pensée, les gens qui étaient sollicités avec leur langue natale étaient beaucoup plus sensibles et plus intuitifs, donc plus moraux en quelque sorte. Et les qui étaient sollicités avec leur langue seconde étaient plus rationnels, ils pensaient aux causes finales, étaient plus utilitaristes, ils avaient moins d'aversion contre le risque. Donc, on voit bien que rien que le fait de raisonner avec une langue seconde fait qu'on n'a pas les mêmes processus de cognition aussi. Oui, donc je vais prendre les questions, pardon. C'est cette partie. Ça, c'est juste les habiletés de pensée essentielles, en fait. Et j'avais créé des petites cartes qui sont sur le site que vous pouvez aller voir pour aider mes étudiants à utiliser des petites astuces, des petites expressions pour déclencher, ou des questions pour déclencher ces différentes habiletés. Donc, les questions. On va avancer, Pauline, et on vous relaiera la question d'Evelyne. Hein, pas de souci. Ok. Donc, oui, la pratique. Donc là, on rentre vraiment dans la classe, si on veut. Comment est-ce que je fais pour qu'on puisse faire de l'empathie cognitive entre les différentes cultures et différents bagages, sans tomber dans la relativité linguistique ou dans le déterminisme, parce qu'on ne veut surtout pas. Au contraire, on est dans l'empathie, donc on veut comprendre, parce que même si on n'est pas obligé d'accepter, on veut au moins comprendre la manière de penser de l'autre. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est l'impro théâtral et de dégager les présupposés inconscients par l'impro théâtral. Parce que d'abord, c'est fun, l'impro théâtral, et puis que c'est vraiment riche au niveau de la spontanéité et de la manière dont on pense et dont on ne s'aperçoit pas de soi-même. Donc, quand on est acteur en impro, on se révèle des choses à soi-même qui sont parfois effrayantes.
Donc, c'est l'expérience que j'avais eue quand j'avais commencé moi-même les ateliers d'impro. Et donc, je l'ai implémenté dans mes ateliers de philo parce que j'ai trouvé que c'est trop puissant pour le garder seulement confiné dans le théâtre. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont pratiquées. Par exemple, le dessin, moi, je fais collaborativement, mais je trouve que c'est parfois trop sensible, trop personnel. On peut aussi avoir des supports avec l'intelligence artificielle et donc jouer sur le décalage et lui demander de parler telle ou telle langue, etc. Mais je ne vais pas me focaliser là-dessus aujourd'hui parce que je trouve que c'est moins puissant quand même que l'impro. Alors, pourquoi est-ce que c'est puissant l'impro? Parce que ça fait appel au sensible, à l'immédiat, à l'affectif. Et donc, ça permet de débrancher le mental pour mieux démasquer les présupposés. Et pour moi, c'est comme une démarche liminaire essentielle au travail de déconstruction des présupposés et de réflexion qui va suivre. Parce qu'on ne peut pas déconstruire quelque chose qu'on n'a pas déjà posé. Et ensuite, c'est vraiment bien parce que ça instaure déjà les bases de l'écoute et de la concentration, puisqu'on entre dans une communication authentique. Il n'y a pas de moquerie ou quoi que ce soit dans cet univers où on forme équipe. Et donc, on est déjà dans le processus même de l'impro, dans l'empathie cognitive et émotionnelle, dans l'accueil et dans la confiance. Et comme ça passe par le corps, l'improvisation, ça nous dit beaucoup de nos structures mentales inconscientes pour les réinterroger. Et ça permet de savoir en tant qu'animateur d'où partent les étudiants. Et comme ça, je sais à peu près où est-ce que chacun se situe et dans quelle direction ça risque d'aller. Pour moi, pour ma préparation, c'est quand même quelque chose de rassurant. Donc, par exemple, on peut déconstruire certaines choses. Alors, c'est ce que je voulais montrer ici. Vous pourrez lire plus en détail, puisque ça sera sur le site de Canopée. Alors, hop, je voulais vous montrer des exemples de ce que j'avais fait avec des adultes, mais avec des enfants, ça marche très bien aussi. Il s'agit de faire des tableaux. Donc, on se positionne comme si on était des tableaux vivants, mais on ne bouge plus. Et donc là, c'était un groupe qui n'arrivait pas à se décider. Enfin, ils avaient des idées fixes concernant qu'est-ce qu'une société et qu'est-ce qu'une communauté. Alors, comme je voulais débloquer et provoquer la contradiction, je leur ai demandé de le faire, quoi. De visualiser qu'est-ce que c'est une société, une communauté. On voit bien la différence. Et ils sont en deux groupes là. Donc, ce groupe-là regarde à celui-ci et ce groupe-là regarde à celui-là. Regardez-vous entre vous. Qu'est-ce que ça fait apparaître, votre manière de vous positionner? Et est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des exceptions? Est-ce que, par exemple, la communauté est nécessairement toujours incluante? Est-ce qu'elle n'est pas aussi excluante? Est-ce que la société est forcément individualiste? Parce que c'était l'idée qu'ils avaient voulu imager à travers leur positionnement. Pareil ici, on avait travaillé sur la conceptualisation et sur les relations causales avec le tableau représentant l'exclusion. Ici, c'était l'exclusion par rapport à la censure qu'elle avait voulu, qui avait été interprétée à travers ce geste. Parce qu'une fois que le geste et la position est faite, une autre partie du groupe interprète ce qu'elle voit. Je ne veux pas que ce soit ceux qui font la chose, qui interprètent, qui disent voilà ce que j'ai voulu faire. Je veux que ce soit d'autres encore pour multiplier les angles d'approche. Parce que peut-être qu'une personne tierce ici dirait ah ben moi, à travers ton geste, je vois que tu as voulu dire ça. Mais celle qui fait le geste dit mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais peu importe en fait. Parce que ce qui compte, c'est de multiplier justement les angles d'interprétation pour mieux les re-questionner. Puis c'est comme un prétexte pour justement avoir de la matière pour questionner. En général, après ça, on a comme un panel de questions. On n'a plus qu'à piocher celle qui nous plaît pour la séance. Donc ça, c'est le théâtre. L'autre manière de faire, et je fais toujours appel aux habiletés de pensée en faisant ça. L'exemplification, l'analogie, etc. L'autre manière de faire, c'est donc de s'attarder au mot en lui-même. Alors, c'est ça dont non, ça c'est autre chose. Non, c'est ça. C'est le chapitre que je voulais dire. Bon, c'est le voyage en langue. Ça fait partie d'un article du blog que vous pouvez retrouver sur le site, où vous voyez comme
plusieurs exemples de ce qui a pu se passer concernant l'analyse du langage en atelier, qui nous a fait aboutir à des questions. Alors là, j'aimerais vous mettre à l'épreuve et vous demander quelles questions pourraient émerger de la rencontre de ces différents mots. Donc, j'y vais. Première, on parle de la liberté. La liberté, c'est drôle, j'ai parlé récemment avec une collègue. On disait que la liberté, c'est quelque chose rabattu en Occident, en Europe, en France, dans les ateliers philo, on en parle tout le temps. Et en fait, dans d'autres aires culturelles, ça ne vient pas, ce n'est pas quelque chose qui est si omniprésent, bref, en tout cas, c'est assez révélateur que ça revienne tout le temps. Donc, par exemple, on parle de liberty or freedom en anglais, libertad en espagnol, Freiheit en allemand. Je ne connais pas encore assez bien le japonais pour vous prononcer ça correctement, et puis ça, c'est en russe. Alors, je vous fais un petit... je vous montre à peu près qu'est-ce que ça signifie. Donc, svoboda en russe, je ne sais pas si je prononce bien. Ça pourrait être traduit par liberté, mais ça peut être aussi interprété comme une forme de liberté qui aussi a des concepts plus généraux de droit et de responsabilité civique. Et donc, ça peut avoir des connotations un peu différentes de la notion d'occidentale de liberté. Donc, en japonais, le chiyu, c'est souvent associé ça à la liberté individuelle et à l'autonomie. Parce qu'à travers les caractères, on voit que le ji, le premier caractère, c'est soi-même, et ju, c'est la cause. Donc, ça veut dire que c'est lié à la responsabilité personnelle et à la notion de faire ce qui est juste. À travers le caractère, on met plus l'accent sur l'harmonie sociale plutôt que sur l'individualisme dans l'idée de liberté. On a un peu parlé de liberty et freedom tout à l'heure, de la différence entre les deux. Freiheit, bon, peut-être la professeure d'allemand peut en dire quelque chose. Mais quelle est la question qui pourrait émerger de l'explication qu'on fait entre nous de ces différents concepts, de la manière dont on les utilise dans les contextes de nos langues natales, etc. Ben, je vous laisse la parole. À votre avis, quelle question pourrait émerger de ce croisement du simple concept? Vous n'êtes pas trop loquace. Hein. Donc, moi, je vais vous le dire. Moi, enfin, la question qui paraît la plus évidente, qui pourrait émerger de ça, c'est est-ce qu'on doit apprendre à être libre? Est-ce que être libre, c'est quelque chose qui fait appel à une responsabilité, ou bien est-ce que c'est quelque chose de totalement spontané et immédiat, et c'est faire ce qu'on veut dans tous les cas? C'est la réponse la plus immédiate qu'on entend, hein, c'est faire ce qu'on veut dans tous les cas. Même avec des adultes, c'est ce que j'entends. Hein. Je suis toujours impressionnée. Mais voilà, en tous les cas, dans d'autres langues, c'est pas du tout évident. Au contraire. Donc, doit-on apprendre à être libre? Ça pourrait être la question qui émerge de cette mise en relation entre les différentes langues. Un autre exemple, ici, que se passe-t-il? Ben, en anglais et en allemand, il se passe pas en français et en anglais, il ne se passe pas totalement la même chose. Dans un cas, l'enfant est un peu plus responsable que dans un autre. Parce que dans un cas, la phrase est plus active, dans l'autre, elle est plus passive. Et donc, ça a des répercussions sur la responsabilité, sur la juridiction même. Autre exemple dans la grammaire qui implique la responsabilité, c'est dans la langue cherokee. Il y a parfois un ajout de suffixe selon si on parle d'une observation directe ou d'une observation rapportée. Et donc, ça a toujours des implications sur la responsabilité. Un autre exemple encore. Ici. Qu'est-ce que c'est? Pour certains, c'est I. Pour d'autres, c'est je. Pour d'autres, c'est nous. Et pour d'autres, c'est rien du tout. Je l'ai comme symbolisé comme ça. C'est-à-dire que pour certains, bon, en anglais, le I, c'est d'ailleurs le self, c'est la seule langue dans le monde qui met le je en lettres capitales. C'est un peu drôle de le dire. Et ça pourrait être le signe d'une extrême individualité. Mais en fait, dans d'autres cultures, on voit que le je, ça implique soi-même et la langue proche, et la famille proche, pardon. Par exemple, pour les Kanaks en Nouvelle-Calédonie ou dans la langue Wolof au Sénégal, on utilise des pronoms conjugués au passé
ou au futur, c'est-à-dire qu'il y a un je du présent différent du je du futur. C'est-à-dire que je n'ai pas la même personne aujourd'hui et demain. Oui, d'autres langues ignorent juste, n'utilisent pas je. En japonais, il existe le mot je, mais on l'utilise seulement quand on veut insister. Moi, par exemple, là, différent de toi. Mais dans une phrase normale, on ne va pas le mentionner nécessairement. Donc, simplement en faisant appel à cette mise en contact des différentes langues, on peut se demander qui c'est je. Est-ce que je, c'est un autre? Est-ce que je, c'est une illusion? Est-ce que je est situé à l'extérieur ou en moi-même? Ou est-ce que c'est situé le soi, en fait? Est-ce qu'on perd son identité quand on perd sa mémoire? Est-ce qu'on peut exister sans les autres? Quelle responsabilité j'ai sur les autres? Il y a tout un champ de questions qui viennent naturellement de ce croisement-là. Et puis, par rapport aux expériences de pensée, on voit que cette différence de langage a des impacts aussi. Par exemple, sur l'expérience de pensée du bateau de Thésée. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette expérience. Pensez à l'histoire d'un bateau qui est comme reconstruit petit à petit à chaque année. Donc, on enlève une planche, on la remplace par une autre. Puis, au bout d'un moment, il fait que le bateau a totalement été remplacé petit à petit. Donc, il n'y a aucune matière, aucune planche qui n'est d'origine. Et donc, on se demande si, en fait, c'est toujours le même bateau que celui du départ. Bon, j'ai résumé. Eh bien, cette expérience de pensée, elle pourrait être vécue et conçue totalement différemment au Japon, où, par exemple, la politique de patrimoine fait en sorte qu'en fait, on remplace les éléments sans qu'ils soient usés. Enfin, on les remplace juste par précaution, petit à petit. Et donc, ce qui compte, c'est plus l'essence de la chose que la matérialité de la chose. Donc, ça a aussi un impact sur l'identité, sur qu'est-ce que la chose, en fait. Pareil, si on fait l'expérience de pensée de dire je transplante ton cerveau dans la tête d'un ami et puis toi, tu reçois le sien en échange, est-ce que tu es devenu lui ou il est devenu toi? C'est la même chose qui ne sera pas du tout interprétée pareil selon notre manière de concevoir le soi. Vous voyez? Bon. Donc, fait que certaines questions pertinentes pour certaines aires culturelles ne sont pas pertinentes pour d'autres, ou en tout cas, elles ne sont pas motivées par les mêmes raisons ou sous-tendues par les mêmes présupposés inconscients. Parce que pour nous, ça paraît évident, et c'est inconscient. On le perçoit comme quelque chose d'individuel, etc. Et donc, c'est rafraîchissant d'avoir un éclairage et des angles nouveaux pour ouvrir les questionnements par la métacognition en langue. Ça va? Donc, à ce stade-là, j'ai plus qu'un point à vous montrer, c'est-à-dire le rapport que j'ai fait par rapport à l'épistémologie avec l'histoire. Si jamais il y a des profs d'histoire qui pourraient être intéressés par ça. Donc, l'approche à partir des langues permet de contextualiser. Hein, comme on a vu au départ, elle permet de donner à partir d'une même situation plusieurs conclusions différentes parce qu'on n'apporte pas les mêmes présupposés. Eh bien, on peut l'appliquer à l'histoire, puisque en fait, il n'y a pas d'histoire sans critique de l'histoire. L'histoire n'est jamais que des faits, mais une interprétation de ces faits. Et ça m'avait particulièrement intéressé l'épistémologie de l'histoire quand j'avais préparé le CAPES. Moi, j'avais préparé le CAPES d'histoire. Voilà, vous aurez des choses sur moi. Mais, et ça m'avait aussi intriguée quand je partageais avec des personnes d'une ère culturelle très différente et qui me parlaient d'Alexandre le Grand comme quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes caractéristiques que ce que j'avais appris moi. Et me dit, mais même sur les faits, on n'était pas d'accord. Alors que les deux avaient raison, moi et l'autre, on avait tous deux raison. Et je trouvais ça quand même assez incroyable, simplement parce qu'on nous avait présenté le fait d'une manière différente. Bon. Pareil, ça, en histoire, on essaie de le communiquer aux étudiants, cette sensibilité épistémologique, mais ça reste encore un peu faible, quoi. Donc, ce que je voulais, c'est faire un projet qui leur permette à ces étudiants de prendre conscience de l'environnement épistémologique du personnage historique et donc de faire une chaîne de correspondance écrite, orale ou théâtralisée à travers différentes époques et différents espaces.
je me comprends, c'est que chaque participant est invité à incarner un personnage historique de fond en comble, donc à adopter sa psychologie, à penser d'après son contexte de vie, ce qui nécessite beaucoup de recherche et beaucoup de disposition à l'ouverture et à l'empathie cognitive, puisqu'on est obligé de penser pas comme nous on pense, mais comme son personnage pense. Et puis ça permet de redonner vie aussi à ces êtres de papier que sont les personnages historiques qu'on voit dans les manuels. Donc ça permet de jouer aussi sur l'anachronisme pour mieux saisir les enjeux de la démarche et de la recherche historique. Et c'est important pour croiser les différentes interprétations d'un même phénomène. Par exemple, un personnage en France du 19e siècle pourrait poser une question d'ordre philosophique à un personnage du Moyen-Âge dans l'ère musulmane. Et donc, ils auraient totalement, à travers leur champ épistémologique, leur manière de concevoir le monde, à travers l'époque et le lieu, une réponse très différente à la question. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce projet-là. Si vous voulez, je peux vous montrer en quoi ça consiste ici. Hop là. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vu que en fait, la manière de périodiser était différente selon les aires culturelles, la manière de couper le temps historique, de découper le temps historique était différente. Puis, ça incite aussi à remonter de l'effet à la cause, c'est la démarche historique, plutôt que l'inverse qu'on fait en général en sciences, puisqu'en sciences, on descend de la cause à l'effet. Et donc, de reconstituer l'horizon d'attente du passé et pas notre horizon d'attente à nous avec notre connaissance de ce qui a été le futur du passé. Donc, pour être clair, ça permet de se mettre dans la position du personnage, donc avec son horizon d'attente à lui qui appartient au passé. Et donc, d'imaginer toutes les possibilités objectives qu'il pouvait imaginer, avec ce respect de l'incertitude de l'événement futur. Pour un peu terminer ça, je voulais vous inviter à participer. Et, oui, je fais des jeux de mots avec la marmite, mais marmite, ça veut dire participer en allemand. Et donc, à devenir reporter sans frontières pour une enquête inédite qui explore donc ce qui se joue entre les langues. C'est-à-dire que c'est une expérience que j'ai commencée il y a quelques mois, et qui consiste à créer comme un lieu où justement on peut se positionner, nous, en tant qu'étrangers par rapport à l'autre, et de voir justement à partir de quels présupposés on raisonne nous-mêmes. Plutôt que de le voir chez l'autre, on va le voir chez nous à travers le regard de l'autre. Et donc, j'ai appelé ça philo-oasis. Attention, hein, rien à voir avec Hannah Arendt ou Hedwig Schirrhutter, avec mon image de l'oasis, ici. J'ai pris l'oasis parce que moi, j'aime le désert, et donc dans l'imaginaire du désert, on trouve un oasis. C'est tout. Donc pourquoi philo-oasis? Parce qu'un oasis, c'est un endroit pour se désaltérer. Attention. Et se désaltérer, c'est se rafraîchir le corps pour se rafraîchir l'esprit, n'est-ce pas? Pour voir plus clair, renouveler son énergie. Et c'est donc suspendre pour un moment ces altérations. Se désaltérer, c'est enlever ces altérations. Et on les suspend pour mieux en prendre conscience. Donc les altérations, c'est ce qui fait qu'on est particulier, qu'on est unique, c'est ce qui nous rend autre, altère, mais c'est aussi ce avec quoi on doit composer, ce à partir de quoi on part fondamentalement pour interpréter le monde autour de nous. Et c'est de là que vient ma petite métaphore musicale pour bien comprendre. Alors,
peut-être que tout le monde ne sait pas au point au niveau musical. Donc, musique, l'altération, c'est ce changement par rapport à un état naturel de la gamme. Donc, s'il y a des altérations à la clé, c'est-à-dire en tête du morceau, ça veut dire que c'est la norme pour ce morceau. On va les prendre pour acquis. On pourrait comparer ça à notre clé de lecture du monde, nos présupposés inconscients ou nos normes. Et c'est de ces altérations à la clé que découle la tonalité d'un passage de musique. C'est donc ce qui donne le ton, le climat général ou l'univers épistémologique, si on fait l'analogie, à partir duquel on va donc voir le monde. Ben, les humains, les hommes, sont à l'image de cette partition musicale, pour moi, parce que de la même manière, on a des dispositions assez stables, des altérations personnelles qui viennent de multiples causes, comme l'époque ou les lieux où on a vécu, nos origines, notre sensibilité, nos expériences, les gens qu'on a fréquentés. Et les altérations, ça fait de nous ce que nous sommes. Ça donne comme la coloration du paysage, enfin la coloration, le filtre à travers lequel on voit la réalité. Parce que l'état naturel ou idéal de la réalité ne nous est pas accessible. On n'est pas Dieu, on n'est pas platonicien non plus. Donc l'état universel ou naturel des choses ne nous est pas accessible. Nous, ce qu'on perçoit, c'est des simples représentations du réel. Et donc, ma propre tonalité diffère de celle du voisin, et certaines tonalités sont proches, d'autres lointaines, d'autres ils sont dissonantes les unes les autres. Parfois, on entre en harmonie avec certaines, parfois c'est de la cacophonie, mais en tous les cas, aucune n'est meilleure qu'une autre. Et donc, chacune est meilleure par rapport à une circonstance particulière, par rapport à un contexte particulier. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a ces altérations et qu'on a appris à les déchiffrer pour savoir d'où et pourquoi on pense ce qu'on pense, et alors on peut mieux se comprendre les uns les autres. On peut même décider d'altérer artificiellement notre partition, au cas par cas, pour entrer en adéquation avec la pensée d'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter, mais au moins on la comprend. Pour mieux saisir son univers, ou bien parce qu'on trouve qu'elle est plus adaptée pour nous, dans tel ou tel contexte. Et donc, on prend connaissance d'une multitude de manières d'appréhender le réel et de différents paradigmes logiques. Et c'est ça que, en fait, j'appelle l'ouverture d'esprit, moi. Ce n'est pas une compétence à acquérir au moyen d'exercice et qui serait évaluable, mais c'est plutôt une attitude de réceptivité et qui se modèle petit à petit à long terme. Et c'est jamais fini. Et c'est jamais évident, même pour ceux qui prétendent que ça l'est. C'est vraiment quelque chose à remettre sur le métier tout le temps. Et donc, si au contraire, je prétends que de façon dogmatique, sur la défensive, si je prétends que ma tonalité est la plus pure, la seule valable, et qu'elle devrait s'imposer à tous comme l'universel, alors je risque de générer des désaccords, des cadences discordantes, puis je cours vers la syncope. Donc, une telle position généraliste, universelle, n'est pas tenable ni pour le bien collectif, ni pour son propre bien. Donc, c'est pour ça que je prends l'image de l'oasis pour se désaltérer, mettre à jour ces altérations, mettre à nu ce à partir de quoi on pense. Et c'est dans la rencontre avec l'autre, avec l'alter, et par les langues en contact que je peux mieux me découvrir et évoluer avec moi-même et avec les autres. Et que si on prenait en conscience ces altérations, et si on avait l'humilité de prendre conscience de ces altérations, on éviterait beaucoup d'altercations. J'aime bien les jeux de mots, c'est normal. Donc avec ça, j'ai terminé et je prends vos questions avec plaisir. Oui, il y a beaucoup de réactions, hein. Alors surtout là sur la dernière partie que vous venez de faire sur la musique. Vous le voyez, le chat là, Pauline, les commentaires d'Evelyne, hein, il peut y avoir des bécards sur le chemin de la portée, Anne-Françoise qui nous dit magnifique approche des altérités, Anja se promène dans de multiples modalités, on aime les syncopes et lorsqu'une note n'est pas dans le ton, on peut l'apprivoiser. Conclusion fort poétique. Par contre, il y avait toute une série de questions avant, on va y revenir. Alors, je crois que si je ne me trompe pas, la première question, c'était Evelyne. Evelyne, vous n'avez toujours pas votre micro, je relaye votre question, hein. Donc, dans son livre, Rouen Augien présentait le dilemme du tramway de deux façons différentes. La plus connue que tu as décrite et une autre où il s'agissait de faire tomber un gros monsieur perché sur une passerelle pour arrêter le train. Il s'avère que les testés avaient moins de scrupules à pousser cet homme du haut de la passerelle pour le résultat attendu.
L'analyse était que la mise à distance, ici la hauteur, sollicitait moins la conscience morale que la proximité. Si on se réfère à ce que tu as dit, penses-tu que ce soit pareil pour le langage? En fait, je ne sais pas parce que l'analyse a été faite à partir de la première expérience que j'ai décrite. Alors, il faudrait faire l'analyse avec la deuxième expérience pour vraiment savoir. Mais moi, comme je n'ai pas fait l'expérience moi-même avec le monsieur qui tombe de la passerelle, donc je ne peux pas te dire, je ne peux pas vous dire. J'ai habituée à tutoyer les gens, je suis du Québec. Mais non, probablement, en fait, puisque quand on raisonne dans la langue seconde, on est toujours... Enfin, les études montrent qu'on est toujours plus rationnel. Et que... Oui, c'est possible qu'on sollicite moins la conscience morale aussi. Alors après, il y avait une question, n'hésitez pas à réagir, Evelyne, hein, dans le chat, et pareil, on relaiera. Après, il y avait une question d'Evelyne. Alors, c'est au moment où, Pauline, vous évoquiez la liberté avec les schémas. Finalement, la liberté a-t-elle une existence métaphysique ou n'est-elle qu'une convention sociale? Je peux y répondre. J'ai combien de temps? Si vous voulez, hein, mais je pense que c'était une question ouverte aussi que posait Alban là. Oui, c'est ça. C'est une question ouverte. Par contre, Ion, en tous les juste cas, après... ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que la liberté n'a pas du tout les mêmes, ne se réfère pas du tout aux mêmes choses si tu te trouves au Maroc ou en France. On parlait de ça avec une collègue récemment parce que, en fait, on se disait qu'il y a beaucoup plus d'enfants dans les rues qui jouent, qui sont indépendants, qui vont faire leurs affaires dans les rues au Maroc. En France, on ne les voit pas. Ils sont quasiment absents de l'espace public. Et qu'on se disait, comment ça se fait qu'on parle autant de liberté dans les ateliers philo français? Et c'est peut-être justement parce qu'il y a comme une tension, un enjeu à partir de ce concept-là, qui est assez paradoxal, puisque justement en France, on prône la liberté comme une valeur assez essentielle, quoi. Oui, très intéressant. Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, ce n'était pas une question que je vous posais, mais vous aviez demandé à partir de, des différentes nuances autour des mots liberté dans les différentes langues, ce que ça pouvait susciter comme question pour un groupe. Et c'était ma proposition. Voilà. Je ne demande pas de la résoudre là en direct devant nous. D'accord, c'est bien ce qu'on se disait. Hein. Alors, autre question de Ion après. Est-ce que cette question émerge chez les apprenants? Mais Ion, si vous voulez prendre la parole. En tout cas, tous les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples réels, donc j'imagine que oui. La réponse est oui. Que ça émerge chez les apprenants. C'est que des choses que j'ai vécues. Ion, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que vous travaillez sur ces questions-là, vous aussi. Et Ion interviendra dans le parcours un peu plus tard, au mois de février ou de mars, hein, il me semble. Et travaille aussi ces questions de langue. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, Ion. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça peut paraître étonnant, parfois la profondeur à laquelle on peut parvenir, qui est totalement absente, enfin, dans mon expérience, quand je faisais dans des groupes homogènes, où il n'y avait pas justement cette confrontation des langues différentes et des points de vue culturels. Donc, oui. Alors, si j'avance, je reviens à Anne-Françoise. Anne-Françoise qui vous demande est-ce qu'il sera possible d'avoir accès à votre texte de conclusion? Je voudrais l'encadrer, dit-elle en souriant. Le support, oui, Pauline vous donnera accès à son support. Le texte de conclusion, je ne sais pas, je vous laisse répondre, Pauline. Mais en tout cas, le texte, il est aussi accessible sur le site, en fait, si tu veux, si vous voulez. Accessible sur l'activité en question, à savoir Yoga. Ok. Donc ça c'est bon à savoir, on va vous mettre le lien avec Nicolas. Je crois qu'on est bon pour les questions, n'hésitez pas hein, si vous voulez... en fait, oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'en introduction, Pauline, tu as dit que ce qui était le fait d'aborder la philosophie de façon plurilingue, c'était une façon de ralentir pour aller plus loin. C'est ce que j'ai entendu. Et en fait, dans la théorie de la résonance de Hartmut Rosa, qui est un sociologue,
il dit que pour affronter les enjeux de l'Anthropocène, en fait, de cette époque qui va trop vite et qui s'accélère, et pour faire face à la grande accélération, qui est l'accélération dans le prélèvement des ressources et l'accélération dans notre mode de vie, dans notre consommation effrénée, et dans la destruction de tout ce qui fait, on va dire, l'équilibre de notre système Terre, mais il fallait qu'on arrive à développer cette résonance. Et je trouve que c'est très fort là ce que tu as présenté, parce que enfin, ça s'inscrit bien dans cette approche-là, d'arriver en fait à arriver à une sorte de concorde, enfin de discussion, de paix quelque part, et puis d'arriver à se trouver, enfin, c'est ce que j'entends, quoi, dans cette communication interculturelle, parce qu'on a souvent tendance à voir ce qui nous sépare et pas tellement ce qui nous réunit, quoi, voilà. Dans toutes les manières, même en contexte hors interculturel, c'est toujours profitable de ralentir le rythme. En atelier philo, je veux dire, dans la vie aussi, mais en atelier philo, c'est fondamental de ralentir parce que il y a beaucoup de présupposés, sinon qu'on passe à l'as. Et alors, comment tu fais pour ralentir? Tu poses une question, tu laisses le temps à chacun? En fait, c'est eux qui posent les questions. Hein. Ouais. Et justement, en utilisant le corps, ça émerge naturellement d'eux-mêmes. Et puis, il n'y a pas de sous-entendu ou de choses où je ne suis pas sûre qu'ils aient compris. Je suis comme assez sûre qu'ils auront tous compris la même chose en passant par les outils que je vous ai proposés. Si je passais par un support extérieur, par exemple, je ne serais pas sûre que tout ait été compris, perçu, reçu de la même manière. Et donc, on partirait déjà pas de la même base. Et puis ensuite, j'utilise beaucoup le tableau avec des schémas, des dessins, etc. Puis je m'assure que tout le monde est rendu à bien comprendre ce que... je fais beaucoup de reformulation, en fait, parce que c'est la base de l'empathie cognitive, moi, la reformulation. Donc, c'est une des habiletés de pensée qui est la plus convoquée, en fait. Pour s'assurer on avance au même rythme et qu'on n'oublie personne sur le chemin. Je relais une autre question qui a été posée par Dalal. Comment faire si l'élève n'arrive pas à raisonner? Y a-t-il des pistes? Il n'arrive pas à raisonner, mais... ouais, si vous voulez préciser, Dalal. Qu'est-ce par ne pas arriver à raisonner? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, je suis assistante pédagogique et il m'arrive souvent de faire, par exemple, des images ou essayer de raisonner et par rapport à l'image, de l'écrire, etc. Et j'ai l'impression que les élèves ont beaucoup de mal, en fait, à rentrer un peu dans le contexte et à vouloir raisonner parce qu'ils sont vraiment... souvent, ils me parlent de jeux vidéo, Star Trek, des choses comme ça, alors qu'on est en train de parler de l'imparfait, enfin, des choses comme ça. Et soit moi, j'essaye de m'intéresser à leur sujet, ou soit j'essaie de leur demander, mais c'est vrai que c'est difficile d'essayer. Et puis là aussi, avec la philosophie, c'est assez intéressant de demander qu'est-ce que c'est la liberté, des choses comme ça. Mais j'ai surtout des élèves ukrainiens et je sais que lors de mon stage, on m'a dit qu'il ne faut pas trop leur poser ce genre de questions parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Donc, quand on est face à des élèves qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer aussi dans leur pays, comment on fait justement pour les amener à juste dire ce qu'ils pensent, en fait, tout simplement. Ça peut être, je ne sais pas, le cours ou tout dépend de leur cours en histoire ou des choses. Parfois, ils ont des images, il faut parler, il faut, voilà. Donc, Bon, il y a plusieurs nationalités comme ça qui n'ont pas l'habitude dans l'enseignement de s'engager, de participer, de s'exprimer. Mais il faut beaucoup de temps et de la patience. Et justement, une des astuces que j'avais trouvées, c'est l'impro théâtrale. Et parce que, parce que la clé première de l'impro, c'est de la mise en confiance. C'est qu'on n'est plus 1 + 1 + 1, on fait un groupe. Et donc, il n'y a plus de question comme on est en confiance, on va s'exprimer plus
D'accord. Facilement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu comme les ateliers linguistiques où enfin, on est amené à discuter et à faire de la phonétique ou des choses, quoi, des ateliers. Donc, oui, je vais me le noter et puis je vais essayer de faire ça. Mais oui, Merci. partir de quelque chose de créatif qui vienne d'eux. Et comme le dessin, bon, c'est discutable, mais moi, vraiment, l'impro, j'ai trouvé que ça aidait beaucoup. Et sur quelle situation vous partez en théâtre d'impro? C'est eux qui donnent les situations? En général, c'est pas forcément que des situations, c'est des exercices d'impro plus que des situations. Par exemple, je reviens là où j'avais mon anti-sèche. Ok, par exemple, bon, ça peut être, comme j'ai montré, des statuts concernant un concept. On peut par exemple se mettre tous comme en cercle, mais dos au centre. Ben non, on ne se voit pas. Je donne un mot d'abord banal comme éléphant, et puis ils se retournent tous au même moment et ils font la statue de l'éléphant immédiatement, sans se regarder les uns les autres. Donc ils la font, puis ensuite ils se regardent, puis ils interprètent ce que l'autre a fait. Alors ensuite, évidemment, on passe à des concepts, pas seulement des choses comme l'éléphant, mais progressivement comme ça, hein, pour mettre en confiance. Ça peut être un des exercices. Un autre exercice, c'est je te donne quelque chose et l'autre reçoit et dit « Ah, merci, j'en avais justement besoin parce que… » blablabla. Et ainsi de suite. Et ça, c'est pas réfléchi, c'est pas le mental, c'est la spontanéité qui parle. Mais dans le fait, par exemple, si on veut faire un atelier sur le don, ben, à travers les résultats qu'on aura reçus, on demande par exemple aux participants ensuite d'interpréter qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant l'expérience. Et à partir simplement de leur retour d'expérience, de ce qu'ils ont vécu pendant l'épreuve d'impro, on peut déjà avoir de la matière pour commencer à tisser, à tirer un fil de philosophie. On peut dire aussi, enfin, c'est des jeux d'impro, il y en a des milliers, hein, mais je peux dire par exemple, je propose quelque chose à quelqu'un et l'autre doit forcément répondre par oui et donner une explication. Oui, parce que blablabla. Et ainsi de suite. Ça fait bing bong, ça fait bing bong. Ça fait, comment on dit, aller-retour, quoi. Et c'est la spontanéité qui va permettre de en fait, révéler quelque chose que soi-même, dont soi-même on n'est pas conscient parfois. Donc la personne elle-même va s'étonner et les autres, en le regardant, vont pouvoir interpréter aussi. On peut faire plein d'autres trucs un petit peu plus élaborés, comme du théâtre d'objets, où on associe plusieurs objets et on donne un mot concept pour chaque objet constitué. On peut faire du théâtre forum, je ne sais pas si certains connaissent ça. Bon, il y a plein de possibilités dans l'impro en tout cas. Donc, ce n'est pas nécessairement des scènes d'impro comme on peut voir dans les matchs, c'est des exercices plus. Merci. Oui, juste Evelyne qui nous dit j'envisageais des petits jeux théâtraux pour enfants dans mon prochain atelier mon prochain atelier philo sur le thème de la rencontre. Tu me confortes dans mon idée. Oui, alors sur ce point précis, hein, et pour prolonger tout ce que dit Pauline, on recevra aussi plus tard dans le parcours en fin d'année Julia Orozco, où ce sera vraiment là toute une session sur le théâtre et les ateliers philo. Ça, il y en a qui le font après, comme pour illustrer les idées qui se sont produites pendant l'atelier. Moi, je préfère le faire en amont pour faire émerger les idées, la matière première de la spontanéité. Mais chacun fois, hein. Mais c'est totalement différent dans ce cadre-là. Non, tout. Regarde aussi dans le chat, hein, voir si je vois d'autres questions qu'on aurait loupées. Non, en fait, dans le chat, je crois que j'ai relayé toutes les questions. Il y a pas mal de ressources en fait qui ont été citées. Oui, alors on a le livre de oui. Yonyu qui nous a proposé
le livre de Ferenc Karinti qui s'appelle EPP, sur les tribulations d'un linguiste en Europe. On vous a mis les références. On vous a mis toutes les références aussi, hein, des différentes sections du site de Pauline, par Spicosme, sur les missives, sur le Yugengo. Nicolas, on vous a mis aussi sur le dilemme. Moi, je vous ai mis des ressources sur l'interculturalité et sur Martine Abdallah Pretsey. Voilà, Nico vous a mis le bateau de Thésée. Voilà, donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, vous pouvez le faire en direct. C'est pas le cas. Ah oui, donc il y a Evelyne qui nous dit qu'elle elle veut bien faire comme toi tu le préconises, Pauline, de commencer par le théâtre. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ici la séance. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline, pour cette présentation et puis pour ces idées aussi innovantes voilà, qui, à mon avis, ont inspiré pas mal de monde sur les différentes pratiques que vous proposez. Et surtout cet aspect voilà, des langues qui est important, en tout cas, dans la façon de percevoir, de se représenter le monde et de percevoir la réalité, et que cette perception, elle est pas évidente à transposer d'une langue à l'autre, et que c'est important, du coup, d'en prendre conscience. Ouais, c'était vraiment super, Pauline. Et puis c'est vrai que, comme on se disait entre nous hier, c'est plus qu'un complément de l'intervention d'Anne-Sophie Caille l'année dernière, qui effectivement, elle s'était concentrée sur le dessin réflexif, quoi qu'on en pense. Et là, c'est vrai qu'il y a énormément d'ouverture sur cette pratique plurilingue. Je vous mets aussi je vous remets là le lien vers le parcours, hein, sachant qu'on reçoit donc dans 15 jours dans 3 semaines, pardon, le Christian Budex, en fait, pour le 4e webinaire de ce parcours, avant de clore l'année avec François Galichet. Donc Christian Budex sera sur les ateliers philo comme éducation à la fraternité, et François Galichet sur la compétence interprétative, avant de basculer dans la 2e partie du parcours avant le mois de janvier. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre participation, vos questions dans le chat, votre présence. Merci beaucoup, Pauline, et puis on se retrouve le 29 novembre avec Christian Budex. Et on vous souhaite, pour ceux qui y vont, dont Pauline, des très bonnes rencontres internationales de philosophie avec les enfants au Mans. Nous, on n'y sera pas avec Nicolas, on voulait venir, mais on a un agenda un peu compliqué, mais voilà, on vous souhaite des bonnes rencontres et sur le thème de la comédie et du rire, et voilà, on espère que ce sera fécond. On vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Merci, très Pauline. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.